Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du télétravail qui est un atout managérial de taille, travailler d'où l'on veut. On va en parler dans quelques instants avec Damien Corchia, cofondateur de Remoters. Il nous parlera de très loin, il nous parlera justement de la possibilité de travailler dans des endroits exotiques. Smart Philo, a-t-on toujours le choix? Oh, que la question est difficile. On en parlera avec Xavier Pavie, philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. C'est notre rubrique Smart et Réglo. Puis dans le cercle RH, avec notre partenaire Un jeune, une solution, nous nous intéresserons au contrat engagement jeune. Les premiers contrats ont été signés le 1er mars dernier. On fera le point sur ce dossier. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la grande rencontre, le job dating organisé par les établissements Leclerc partout en France. On fera un bilan. Ce sera l'occasion d'analyser les recrutements. Justement, ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet, vous allez le découvrir, où effectivement on peut être bien. La possibilité de travailler d'où l'on veut, ça c'est le télétravail. Alors on peut travailler évidemment à quelques centaines de kilomètres de Paris. On peut aussi décider de partir à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de la capitale et travailler très loin grâce au Wi-Fi. On en parle avec Damien Corchia. Bonjour Damien. Bonjour. On est très heureux de vous parler. Je précise que ce qu'on voit derrière sont des paillotes et qu'à quelques dizaines de mètres de vous, c'est la mer et vous êtes au Mexique et vous joignez donc les actes à la parole parce que vous êtes du Mexique, vous faites du télétravail et vous êtes le cofondateur de Remoters. Remoters, l'idée, je dirais, elle est presque opportuniste. En 2021, vous vous dites, avec cette crise Covid, il va falloir inventer un système qui permette à ceux qui le souhaitent de pouvoir travailler loin s'ils le veulent, dans les meilleures conditions. C'est bien ça le concept de Remoters. C'est exactement ça. En fait, pendant la pandémie, moi-même, j'ai été plusieurs fois à l'étranger. J'ai été au Mexique, dans une autre région que celle-ci, mais au Mexique aussi. J'ai été aux Canaries. Et à chaque fois, j'ai constaté la même chose, c'est que déjà, il y avait de plus en plus de télétravailleurs. C'est-à-dire, moi, avant, je travaillais dans le tourisme classique, un tour opérateur, l'organisation de séjours, une semaine dans un hôtel. Et j'ai vu les chiffres changer complètement. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de touristes et de plus en plus de télétravailleurs, mais dans des proportions vraiment impressionnantes. Et puis la deuxième chose, c'est que ces télétravailleurs qui s'installent pour des durées plus longues que les touristes, ils restent 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils ont souvent beaucoup de mal à s'installer. C'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver un logement pour ces durées-là. Donc c'est de là qu'est né Remoters. On s'est dit on peut les aider à s'installer. Damien, en quelques mots, parce qu'on va commencer à détailler, il y a quelques chiffres passionnants sur les destinations, sur les décalages horaires et sur le profil de ceux qui partent, mais qu'est-ce que vous leur proposez à vos clients? Qu'est-ce que vous leur permettez de ne pas faire justement? Alors nous c'est très simple, on leur propose de les mettre en relation avec un correspondant qui vit sur place. Donc c'est un francophone, donc soit c'est un Français qui vit sur place et qui parle la langue locale, soit c'est un local qui parle français. Et ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont se donner le correspondant va pouvoir donner plein d'informations au client. Et le correspondant va aider le client à trouver le meilleur logement. Parce qu'il y a souvent des solutions très diverses. C'est pas du tout la même chose de trouver un bon logement pas trop cher au Mexique, ou à La Réunion, ou à Séville, ou que sais-je. Donc on a besoin à chaque fois de correspondants qui ont la connaissance de chaque marché local. Damien, ce qui est intéressant, ce sont vos ambassadeurs, vos correspondants dans les pays. Alors, les destinations, on va voir quelques éléments concrets. Le top 10 des destinations les plus demandées, c'est intéressant. 1, île Maurice, bon, évidemment. 2, les Canaries, vous l'évoquiez parce que c'est pas très loin finalement de Paris. Rome, qui est une très belle destination. Valence pour l'Espagne. Et puis le Mexique, Playa del Carmen. Ça, c'est des éléments intéressants. Il y a quand même une question que je vais vous poser, Damien. Il y a le débat du décalage horaire. Comment ça se passe? J'imagine que c'est une question qui est assez récurrente parce que pour télétravailler, il faut quand même pouvoir communiquer avec ses collaborateurs ou avec ses équipes. Exactement. Et en fait, nous, on a vu un changement par rapport au tout début du projet. Parce que quand on a commencé à y réfléchir il y a 1 an et demi, on réfléchissait pour les digital nomades qui existaient déjà, parce que l'usage n'est pas tout à fait né il y a 1 an ou 2. Il y a déjà des gens qui le font depuis 5-6 ans. Donc eux, c'est plutôt des indépendants, des freelances qui bossent dans la tech, sans faire des clichés. Et eux, ils allaient plutôt dans des destinations très lointaines. Ils allaient à Bali, en Thaïlande, en Colombie, etc.
Et nous, on s'est rendu compte que c'était pas forcément les destis les plus demandés chez nous. On avait beaucoup de Méditerranée, Espagne, Italie, Portugal, vous avez cité l'île Maurice, etc. Bref, beaucoup de destinations où il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Et donc ça, je pense que c'est assez significatif. Ça veut dire que c'est des gens qui ont des métiers un peu plus normaux. Je mets des guillemets un petit peu anormaux, mais c'est des métiers classiques. Il y a un siège social de l'entreprise, ils ont besoin de communiquer avec leurs collègues, donc ils ne peuvent pas être à 8 heures de décalage horaire. C'est ça. Mais ça ne les empêche pas d'essayer de travailler depuis une plage. Damien, dans le top 10, il y a aussi Barcelone, Lisbonne, Madrid, Dubaï, Guadeloupe. Donc sur les 3 premières que vous évoquez, c'est ceux qui, j'allais dire, ont un travail où ils ont besoin d'avoir une relation directe en temps réel avec des équipes. Donc il ne faut pas de décalage horaire. Le profil, c'est intéressant parce que à presque 30%, ce sont des indépendants freelance. Donc c'est ceux dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient ceux qui avaient déjà anticipé ce télétravail avant le Covid. 25%, 25,8, presque 26, sont des salariés en CDI. Donc je pense que ça, c'est l'ère Covid. Et puis il y a 19,5% qui sont des étudiants. Là aussi, il y a les étudiants qui souvent partaient quand ils étaient en école de commerce 1 an ou 6 mois à l'étranger. La nouveauté, c'est qu'il y a quand même des salariés CDI là, dans ce panel. Ouais, et nous, ce qu'on pense, c'est que cette part-là va augmenter encore, parce que c'est quand même la plus grosse partie de la population active, on va dire. Et surtout, les usages évoluent beaucoup en entreprise. C'est-à-dire, les freelances, ils faisaient déjà ce qu'ils voulaient depuis longtemps. Ils continuent de le faire, et nous, on les aide à s'installer, et c'est très bien. Les salariés en CDI, c'est assez nouveau qu'ils aient le droit de partir 1 mois, 2 mois à l'étranger pour télétravailler. Donc, les usages prennent progressivement. On pense que d'ici 5-10 ans, ça sera un usage vraiment massif. Mais Damien, alors vous portez évidemment Remoter, c'est votre entreprise, vous la développez. Vous êtes au Mexique à la fois pour découvrir le pays, vous me disiez, mais aussi pour essayer, j'imagine, de trouver des correspondants, des personnes qui puissent vous accompagner. Vous pensez vraiment qu'on va aller vers le télétravail, qu'il n'y aura pas un reflux et que finalement, au fil des années, le naturel va revenir au galop et que chacun va revenir au bureau et que ça sera très compliqué de faire ça? Non, les signaux. Alors aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des vraies statistiques. Les études, l'usage change pratiquement tous les mois, donc c'est quand même compliqué d'avoir des études statistiques très très solides. Mais les signaux faibles nous indiquent que, en fait, les entreprises mettent en place des nouveaux systèmes, notamment des systèmes de management. Où, les managers vont un petit peu moins contrôler ce que font leurs employés et simplement regarder les résultats. Il y a des choses, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place, et une fois que ça c'est en place, il n'y a plus vraiment de raison de revenir en arrière et de faire du présentéisme, d'être dans un bureau de 9h à 17h. Avant de nous quitter, je voulais quand même qu'on parle ensemble de la manière dont ces fameux télétravailleurs partent. Parce qu'il y a quand même une très grande majorité qui partent seuls, presque 53% d'entre eux. À 25,9%, ils partent en couple. Et puis un télétravailleur sur 10 part entre amis ou en famille, c'est-à-dire une sorte de tribu. On part à plusieurs, on se rassure, on est toute une bande. Et on loue une très grande maison et comme ça, on vit comme ça dans une sorte de tribu. C'est quoi la typologie ? C'est quoi ceux qui sont les héritiers, je dirais, de espèce de côté un peu grand voyageur et ceux qui héritent du Covid? Parce que ceux qui partent en couple, j'imagine, c'est les couples Covid qui ont pris une décision de couple. Oui, mais en fait, là aussi, les usages évoluent beaucoup. On est persuadé, en fait, on reçoit de plus en plus de demandes pour l'été de famille qui disent les enfants sont en vacances scolaires tout juillet, août. On va partir nous aussi 2 mois. Simplement, on ne peut pas prendre 2 mois de congé, donc on va prendre 2-3 semaines et le reste du temps, on va télétravailler. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça existait, même l'année dernière, ça n'existait pas. Donc, il faut simplement que les choses se mettent en place, mais on pense que petit à petit, ça va s'équilibrer. Il y a aussi un peu des difficultés d'organisation. C'est compliqué de trouver une maison pour 3 mois, pour loger tout le monde, etc. Donc, c'est là où nous, on est vraiment contents de notre réseau. Notre réseau de correspondants, on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous, on le voit vraiment comme un réseau d'entraide. C'est-à-dire c'est pas que du business, c'est pas juste faire une réservation et prendre une commission sur la réservation comme il y a de l'humain. un tour opérateur ou un organisateur. Il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges, il y a pas mal de gens qu'on prend au téléphone, qu'on aide beaucoup et il n'y a même pas d'échange financier à la fin. C'est vraiment, il n'y a pas que nous chez Remoter, il y a aussi tout notre réseau de correspondants qui est convaincu que cet usage-là de rester plus longtemps à destination, c'est l'avenir, c'est vertueux, ça permet de moins consommer de carbone ou en tout cas quand on le fait, c'est pour des bonnes raisons, on s'imprègne de la culture locale, voilà, il y a des échanges économiques, on consomme dans la vie locale au lieu de consommer simplement au bord de l'hôtel. Bref, il y a plein de vertus et voilà, on est content que notre communauté de correspondants nous accompagne là-dessus pour
pour un peu promouvoir ce nouvel usage, quoi. Ce ne sont pas, on est bien d'accord, hein, Damien, ce ne sont pas des salariés de Remoteur, ce sont des personnes qui sont des prestataires au final, hein, dans une relation de prestation avec vous, vos correspondants. Ouais, tout à fait, c'est des indépendants. Mais ils sont très contents. En fait, généralement, c'est des gens qui se sont installés dans cette destination un peu avant. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Et on leur dit, tu vas aider un Français qui veut venir te rejoindre, mais qui a peur de se faire arnaquer, qui ne parle pas la langue, etc. Aide-le à s'installer. Et là, les gens disent, mais bien sûr, je veux l'aider. Et limite, l'argent est secondaire. Alors, ça leur fait un complément de revenu. De temps en temps, ils touchent des commissions et c'est pas tout à fait négligeable. Mais c'est pas forcément la motivation première. La motivation première serait vraiment de construire un réseau d'entraide et de développer un peu cet usage des voyageurs. Damien Corchia, vous vous voyez où dans 10 ans? Toujours assis comme ça à ce bar au lever du jour sur une plage mexicaine? Vous voyez où? Vous voyez en Mongolie? Vous voyez partir dans le Pacifique? Comment vous voyez? Parce que vous êtes entrepreneur et en même temps on voit bien que vous êtes très globe-trotter finalement. Vous voyez où? Alors, précisément dans 10 ans, ça va être dur à dire, mais continuer de voyager, j'espère. Nous-mêmes, on a fait au sein de Remoteur ce qu'on conseille de faire aux autres entreprises. On s'est organisé en remote first, comme on dit. Donc, c'est-à-dire les procédures de travail sont pensées pour le remote et l'exception, c'est plutôt d'être en présentiel au lieu que l'exception, ce soit d'être en télétravail. Donc, on se retrouve de temps en temps, on se retrouve à Paris souvent, mais toute l'entreprise est organisée pour que chacun puisse aller un peu où il veut quand il veut. Et Damien, on ne l'a pas dit, mais ça sera le mot de la fin. Évidemment, c'est indiqué dans les chiffres que l'on avait. Et évidemment, la demande principale, au-delà de la qualité du logement, du décalage, c'est le Wi-Fi, parce qu'on aurait été incapables tous les deux d'avoir un échange et que vous puissiez parler à la télévision, évidemment. Ouais, c'est la clé qui change tout. Les gens, c'est la première crainte. Dans la pratique, les propriétaires s'adaptent, c'est-à-dire que les propriétaires qui avaient des logements, des appartements, des hôtels avec un Wi-Fi un petit peu faible, ils ont fait des efforts et maintenant ça marche bien. Donc finalement, sauf vraiment dans les destinations les plus reculées, mais sinon ça devient de moins en moins compliqué de trouver du Wi-Fi. Merci. Et là, le correspondant chez nous, il joue son rôle. Quand il y a un doute, il va tester. Bah, bien sûr, il ouvre son téléphone et il voit si ça passe. Merci Damien Corchia. Bon petit déjeuner, il est quoi? Il est 8h au Mexique. La plage est à 10 mètres. Vous nous a fait rêver, évidemment. Bonne nage et bon petit déjeuner au Mexique. Damien Corchia, cofondateur de Remoteur. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous d'aussi loin. Notre rubrique Smart Philo, là on revient à un sujet très universel pour le coup. Est-ce qu'on a toujours le choix? On en parle, c'est juste après. Smart Philo, avec cette question fondamentale, a-t-on toujours le choix? Bah oui, c'est une question alors là qui touche bien plus au-delà des salariés, elle touche les citoyens, elle nous concerne tous et on en parle avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School. On s'appuie sur ce livre, alors il date de 2015, mais vous avez choisi évidemment de traverser votre livre pour revenir sur cette question fondamentale, le choix d'exister. D'ailleurs, il y a dans le titre, c'est exister. Donc on va voir le lien entre choix et décider, puisque c'est un élément important, se convertir à une vie meilleure. C'était sorti aux belles lettres en 2015. D'abord, question un peu basique, mais le choix, c'est un truc banal. C'est-à-dire qu'en fait, on passe nos journées à arbitrer, à faire des grands choix et des tout petits choix. Est-ce qu'on peut le revêtir d'une approche philosophique? Parce que sincèrement, il y a des choses du quotidien, on a du mal à voir le lien philo. En fait, vous avez raison, il y a toujours une notion d'engagement. Et l'engagement va avoir des intensités. Si je vais à la boulangerie du coin m'acheter un pain au chocolat, je vais me poser la question, est-ce que je le mange ou est-ce que je fais attention à ma ligne? L'engagement est assez relatif. Si je me pose la question sur une chemise, par exemple, une chemise bleue, une chemise blanche, dans l'achat, c'est un peu plus engageant parce que je vais peut-être remettre la chemise, etc. Si je travaille dans une entreprise et je choisis cette entreprise-là plutôt qu'une autre, là, ça va être un peu plus engageant encore. Alors, je vais réfléchir. Sur le pain au chocolat, je vais réfléchir sur la chemise, je vais réfléchir sur l'entreprise. Je vais avoir d'une certaine manière un peu de rationalité derrière. Par contre, il y a des choix qui ne sont pas rationnels et des choix émotionnels. Quand vous choisissez de faire un enfant, eh bien, il y a des choix émotionnels et vous ne connaissez pas forcément les conséquences de votre engagement, au moins pour le premier. Donc il y a toujours une approche philosophique parce que, et dans le choix d'exister, il y a effectivement cette notion de quand je choisis, je vais exister dans le choix que je vais faire. On va revenir dire sur des subtilités parce que même quand on choisit pas, vous dites on choisit. Ça, je trouve ça génial parce que en fait, il y a trois possibilités. Il y en a pas deux, il y en a trois. Est-ce qu'on a toujours le choix? Parce que ça renvoie évidemment à la notion de destinée, de l'idée qu'après tout, comme ça, on a une route et qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix? C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Jean-Paul Sartre explique de manière très claire que quand on ne choisit pas, on choisit quand même.
Donc on choisit en permanence. J'adore. Et cette dimension-là nous renvoie effectivement à notre existence qui est importante parce qu'elle va être intimement liée à la notion de liberté. Et la liberté de choix peut être d'une certaine manière illusoire. Regardez, si vous êtes condamné à mort et je vais vous dire, vous avez le choix entre la guillotine et la chaise électrique. Ou alors, un peu plus simple, mais dans notre quotidien, vous dites à votre enfant, tu vas prendre ton bain avant le repas ou après le repas, qu'est-ce que tu choisis ? On est dans l'illusion du choix. C'est un faux choix. Parce qu'il prendra le bain. Parce que de toute façon, il prendra le bain et c'est pareil pour la question du prisonnier. Mais choisis le bain, vous avez vu, j'ai préféré. Vous avez préféré cet exemple-là. Cette notion de pain au chocolat, par exemple. Je prends un chocolat ou alors je fais attention à ma ligne. D'accord ? La question est, par contre, je ne peux pas manger le pain au chocolat sans avoir les calories. Autrement dit, ça signifie donc qu'il n'y a pas de liberté absolue ou un choix absolu. On est forcément dans une certaine contrainte. C'est pour ça que a-t-on toujours le choix dans un certain cadre, dans une certaine liberté qui est finalement relativement cadrée. Et cette dimension-là, elle est importante parce que il y a cette fameuse lettre de Schiller avec Spinoza, écrite par Spinoza. Et il dit, imaginez une pierre qu'on jette en l'air. Si vous vous mettez à la conscience de la pierre va penser qu'elle est libre d'aller en haut et d'aller en bas. Alors que pas du tout. Elle ne prend pas en compte les effets extérieurs qui vont lui faire ce mouvement-là. Donc elle a l'illusion, encore une fois, du choix. Et donc elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, elle n'a pas le choix, mais elle croit l'avoir. Et ce point-là est important. L'illusion du choix est ce que l'on a toujours dans notre quotidien. Mais pourquoi on a autant de mal à choisir ? Parce que c'est souvent parfois des casse-têtes très longs, des processus très longs. Encore une fois, Sartre, cette fois-ci, c'est dans L'être et le néant, nous explique que choix et conscience, c'est la même chose. Et d'ailleurs, vous voyez bien, toujours dans notre quotidien, parfois quand on a des choix importants à faire, on va dire, je me pose un cas de conscience. Le cas de conscience, c'est justement entre un choix. Si je fais ce choix-là, je vais avoir un cas de conscience. Et donc, on est bien embêté avec celui-ci. Ce choix de conscience-là, il est fait en fonction du risque ou de l'incertain que nous ne connaissons pas. Et donc, on se retrouve dans une situation en disant, il y a un risque, je n'ose pas, je ne sais pas, je préfère ne pas choisir, ou alors je vais choisir, mais j'ai peur de le faire, je vais prendre le moins dangereux ou le moins risqué possible. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans une situation dans laquelle choix et conscience sont liés, et on a peur de se retrouver face à cette conscience qui va nous poser un cas. Alors, je vous vois, Jean, doucement arriver, puisqu'on est dans l'élection présidentielle, on vient de passer un premier tour, et là, on arrive au second. Donc, là, clairement, les électeurs ont deux choix, voire trois, puisqu'ils peuvent aussi voter blanc, ou s'abstenir. Ça fait 4. Et ça fait donc 4. Ouais. Donc là c'est quoi ? Ça correspond à un choix en pleine conscience, celui-ci. Ou alors, c'est comme la pierre, on est contraint par les éléments extérieurs. Ah ben oui. Vous êtes forcément contraint par rapport à un système de choix. Je vais encore, pour la 3e fois, citer Jean-Paul Sartre, parce que sur la notion de choix, il était extrêmement important sur ce sujet-là. Il va dire, vous connaissez cette phrase de 68, élection piège à con. On va avoir cette phrase importante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous renvoie avec le non-choix du système et le non-choix des propositions. Donc on est dans l'illusion du choix, que j'ai dit tout à l'heure. C'est la première option. Quand on pense à élection, il y a cette question-là. Est-ce qu'on est vraiment dans le choix ? Est-ce qu'on est dans le choix des propositions ? Est-ce qu'on est dans le choix ou pas du système ? Et cette question-là peut évidemment se poser. Il y a tout un tas de choses pour lesquelles on peut se dire, vous avez entendu le débat des 500 signatures, la question par exemple de certains qui proposent des démocraties athéniennes avec des tirages au sort. On peut proposer tout un tas d'autres choses. Là, vous ne choisissez pas, on vous dit sur quel système il faut avoir. La deuxième chose, ça peut être je ne veux pas y aller. Mais ça peut être une abstention en conscience. C'est-à-dire que je suis inscrit sur les listes électorales. Quand je n'y vais pas, je montre quelque chose. C'est un acte politique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le vote blanc, dans lequel on va dire finalement mon choix ne sera pas vu, donc ma conscience ne sera pas prise en compte dans ce système. Troisième dimension avec l'élection, ça va être je fais un choix d'un candidat. Mais ce choix d'un candidat, il est fait en fonction de quelle conscience ? Est-ce que c'est une conscience individuelle ou une conscience collective pour un pays ? On vote pour un pays ou est-ce qu'on vote pour soi ? Et cette dimension-là, évidemment, nous trouble parce qu'on se retrouve dans une situation de choix où on est finalement un peu orienté, on est finalement un peu obligé de choisir dans une situation qui finalement ne correspond pas vraiment à quelqu'un et on se retrouve entre deux, on se retrouve avec des choix non véritablement décidés et on se retrouve un peu perdu dans cette situation de est-ce que je vais faire un choix ou pas. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de savoir pourquoi est-ce que l'on va voter. Ça, c'est un sujet important. On devrait être éduqué à ça. Qui concerne des dizaines de millions d'électeurs dans 15 jours. Il y a un lien entre choisir et décider, d'évidence, puisque vous l'évoquez. Ça pose une question importante dans les organisations, dans les entreprises, où finalement on doit accepter les choix des autres et s'y soumettre, en quelque sorte. C'est pas simple.
C'est pas simple parce que choisir, on l'explique toujours avec cette notion-là, choisir c'est renoncer. Forcément, les choix dont on parlait tout à l'heure. Ça aussi, c'est une phrase souvent utilisée. Absolument. Si je choisis de ne pas aller voter, j'ai quand même choisi quelque chose et j'ai renoncé à participer au débat. Je choisis de ne pas participer au débat démocratique, comme je choisis par exemple peut-être de ne pas donner mon avis. Donc je fais finalement un choix en renonçant. On se retrouve dans une entreprise dans laquelle quelqu'un va prendre un choix et la plupart d'entre nous, on a des chefs, des patrons, des personnes dans une hiérarchie qui vont faire des choix sur lesquels on n'est peut-être pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Eh bien, je peux renoncer, mais à quoi ? Est-ce que je renonce au choix qui est fait ? Et dans ces cas-là, je pars de l'entreprise. Ou est-ce que je renonce à ma propre opinion ? Et dans ces cas-là, je choisis de rester, mais je vais renoncer à ce qui se passe. Et cette dimension-là, vous comprenez qu'elle est complexe, puisqu'on se retrouve dans une situation où je vais renier quelque chose de moi, ou bien mes convictions, ou alors je vais renier ce pourquoi j'étais dans cette entreprise. Bon, après, il faut relativiser. Il y a des choix plus importants que d'autres qui impactent plus ou moins mes convictions. Enfin, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, parce que c'est ça qui va nous faire choisir finalement. Et ça va être en fonction des valeurs, ça va être en fonction de la philosophie de l'entreprise, ça peut être en fonction du sens. Mais c'est ce pourquoi, pour revenir à votre première question tout à l'heure, quand vous disiez est-ce que choix et philosophie, il y a un sens ? À l'évidence, il y a un sens, puisqu'on se retrouve dans une situation toujours à devoir réfléchir à notre choix, ce qu'on ne fait pas forcément. Je vais vous prendre un dernier exemple pour ça. Il y a un philosophe, Henri David Thoreau, qui effectivement avait choisi, lui, c'est proche des élections, avait choisi de renoncer à contribuer avec les impôts à l'organisation du gouvernement américain. En conséquence, il ne payait plus ses impôts parce que je ne veux plus participer au système. Sauf qu'il a été mis en prison, évidemment. Oui. Mais il a accepté d'aller en prison. Donc c'est important d'avoir cette dimension-là. Il ne s'agit pas simplement de manifester, de dire je ne suis pas d'accord, etc. Il y a peut-être des conséquences et je dois aussi faire ce choix de les accepter. Donc c'est un acte politique qui avait été affiché par ce philosophe en assumant les conséquences juridiques qui découlaient de son choix. Le choix est un acte politique. Le choix est un acte politique. On est en plein dedans. Second tour des élections présidentielles, ce sera le week-end du 18, du 24. Du 24. 24 avril, je 24. Vous avez raison, c'est le 24 avril, car le 18, c'est cette semaine. Donc on a 15 jours. Vous avez 15 jours pour trancher et choisir ou ne pas choisir. Absolument. Mais qui sera d'ailleurs, vous l'aurez compris avec Xavier Pavie, un choix. Le choix d'exister, c'était votre livre 2015, Se convertir à une vie meilleure aux belles lettres. C'était ce livre. Et puis le dernier qui est sorti là tout récemment. Exercice spirituel philosophique. Exercice spirituel philosophique chez PUF. Chez PUF. Voilà, je voulais signaler ce livre qui est en librairie, dans les meilleures librairies, comme on dit. On fait une courte pause, on découvre votre livre, Exercice spirituel philosophique, chez PUF. Celui-ci, vous le trouvez très facilement. On fait une courte pause, on s'intéresse au contrat engagement jeune. Vous savez, c'était l'idée de pouvoir accompagner ces jeunes qui sont coupés de tout, de diplôme, d'emploi, de formation, et de les accompagner grâce justement à son contrat d'engagement jeune. On en parle avec mes invités, et notamment avec Thibaut Guilhuy, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises. C'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On va parler aujourd'hui avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle depuis presque 6 mois maintenant de cette plateforme qui met en relation offre et demande. On va s'intéresser aujourd'hui avec mes invités à ce contrat d'engagement jeune. Alors vous l'avez peut-être vu dans les médias, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a signé les premiers contrats d'engagement jeune à Chartres, si je ne m'abuse, en Eure-et-Loire. On va en parler et on en parle évidemment, comme chaque mois, avec Thibaut Guilhuy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Vous êtes évidemment impliqué, très impliqué dans ce contrat d'engagement jeune, et on parlera des entreprises, parce que c'est important. On va parler des jeunes et on parlera des entreprises. Elles sont là, elle est là. Jonathan Goldfarb, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez un de nos premiers invités il y a un peu plus d'1 an maintenant sur le plateau de Smart Job. Merci de revenir, directeur recrutement, formation et projets digitaux RH de Franprix. Vous recrutez, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de remplir les rayons, de descendre tous les produits des camions, et vous avez besoin de gens aussi en community manager et dans tous les services de l'entreprise. Thibaut, quelques mots quand même, c'est important d'éclairer ceux qui nous regardent, c'est tout neuf. Le contrat d'engagement jeune. Si on le résume, et vous allez nous éclairer, c'est un contrat qui est destiné à tendre la main aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. C'est bien ça, l'esprit du contrat d'engagement jeune. Oui, après d'ailleurs, les plus éloignés de l'emploi, ils peuvent y retourner très vite en fait à l'emploi, mais effectivement,
Depuis maintenant un peu plus de 18 mois, on a lancé Un jeune, une solution. Et la promesse, c'est bien que pour chaque jeune, il y ait une solution. Alors certes, les résultats ont été positifs. On a eu l'occasion d'en parler. Le chômage qui est passé de 24 à 15%, les records dans l'apprentissage. Mais n'empêche qu'il y a quand même encore 15% des jeunes qui sont au chômage. Et il y a près d'1 million de jeunes qui sont finalement ni en études, ni en formation, ni en emploi. Et effectivement, c'est à ces jeunes-là en fait que ça s'adresse. Ce contrat d'engagement, finalement, un pacte. Mais on va y revenir. C'est un pacte. Entre eux et nous. Nous, les jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut qu'on sorte des logiques de guichet. On a besoin d'être activés. Et donc, que tous les jours, en fait, on ait finalement un emploi du temps qui nous permette de nous remettre dans le bain. Un cadre. Un cadre, reprendre confiance en soi par tous les moyens possibles, des ateliers collectifs, du sport, tout ce qu'on veut, mais qui va faire que, ok, on se remet dans la confiance et puis dans l'emploi. C'est la formation, c'est la remise à niveau s'il faut, passer un permis de conduire, faire aussi un maximum d'immersion professionnelle. Très Évidemment, important. trouver sa voie, trouver un emploi, c'est bon pour tout le monde. Quelques chiffres, et je donne la parole à Jonathan Goldfarb, quelques chiffres importants concernant le contrat d'engagement jeune. Alors, il avait été fixé 400 000 contrats d'engagement, mais vous dites, vous Thibault, et on va le voir, c'est bien au-delà. C'était minimum. L'idée, c'est de toucher tous les jeunes, évidemment. Jusqu'à 500 € d'allocation par mois, ça c'est important. Puis 15 à 20 heures, et ça vous l'évoquiez, 15 à 20 heures d'activité minimum par semaine. Et ça peut aller de 6 à 12 mois. On ne se trompe pas sur... C'est bien l'esprit. Et ça peut même aller encore plus loin. Oui, si l'idée, c'est que ça prenne le moins de temps possible. C'est aller le plus vite possible à trouver sa voie et son emploi. Mais pour certains, ça va prendre quelques semaines ou quelques mois. D'autres plus long. D'autres, on peut même pousser un petit peu dans certaines situations, au-delà de 12 mois jusqu'à 18 mois, si c'est nécessaire. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre son temps, ni pour le jeune, ni pour l'entreprise, ni pour la société. Des formations garage, vous savez, on l'a souvent entendu. C'est oui, j'ai fait une formation, mais bon. Voilà. Mais de temps en temps, il vaut mieux éviter de monter l'escalier 4 à 4, une marche après l'autre, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi et que c'est solide. Les entreprises, c'est important. Je sais que Thibault Guilluy est sensible à l'implémentation des entreprises, Jonathan Goldfarb, de Franprix. Comment vous le regardez, ce dispositif? Et est-ce que vous dites, nous, on a les bras grands ouverts pour accueillir, faire de l'immersion? Parce que les jeunes, souvent, disent, je ne sais pas où je veux aller, je ne connais pas le secteur. Je ne sais pas. Et ça, c'est important d'ouvrir les entreprises. Oui, tout à fait. Je pense que par rapport à ce dispositif, il y a 2 mots qui viennent à l'esprit, c'est efficacité et pragmatisme. On est vraiment dans une dynamique aujourd'hui où il faut aller au plus court et au plus efficace et réussir à proposer aux jeunes un dispositif qui leur corresponde bien. Et c'est vrai que nous, chez Franprix, de manière générale, les jeunes ils grandissent avec nous, on est dans les quartiers, on est dans les pieds d'immeubles et donc forcément, on est les premiers jobs sur lesquels ils ont envie de s'essayer. La première entreprise où ils poussent la porte pour dire, vous pourriez me prendre en stage? C'est vrai. Exactement. Ouais. Et donc c'est vrai que ces dispositifs-là sont très flexibles pour nous et nous permettent vraiment de proposer des découvertes et des immersions à des futurs collaborateurs, des futurs directeurs, des futurs managers opérationnels. Vraiment, on est dans cette dynamique-là de l'insertion. Quelques chiffres encore, parce que c'est important de comprendre comment les choses vont se passer. Il y a 2 piliers qui sont importants, mais il y en a d'autres. Pôle emploi, les missions locales. Ça, c'est important de le préciser. Elles vont piloter, mais il y a tout le réseau associatif, il ne faut pas les oublier. Et puis, il y a les entreprises. Comment tout ça va s'impliquer et se mettre en chaîne pour que cela fonctionne? Parce que c'est l'enjeu. Ouais. Au-delà même des structures, mais bon, c'est vrai qu'évidemment, Pôle emploi et missions locales sont, je dirais, un petit peu la colonne vertébrale de l'accompagnement. Mais le premier élément de la promesse du contrat d'engagement, c'est un référent unique. C'est quelqu'un qui va démarrer la relation avec le jeune et qui va le suivre jusqu'à ce que le jeune ait trouvé son autonomie et trouvé un emploi. Grâce à une application, parce que pour le coup c'est intéressant de le dire, les jeunes sont le nez souvent sur le téléphone, ils recevront des pushs, des notifications, tiens t'as manqué le rendez-vous, tiens tu en as un. Il y a la relation humaine d'abord, et puis qui permet de rendre aussi le job en fait du conseiller plus intéressant, parce que c'est plus un guichet où on envoie un puis l'autre et puis ça passe, on ne sait pas finalement qui anonymise, Et donc du coup on a peut-être moins de jeunes à accompagner, mais par contre on va faire des points avec lui toutes les semaines, on va s'assurer que tout avance bien, que les engagements qui ont été pris sont tenus, ajuster après la composition de l'agenda, parce que pour certains il faudra plus de formation, plus de remise à niveau, plus d'expérience professionnelle. Ça c'est pour le coup ça doit être très personnalisé, mais
qu'il y ait un référent unique Pôle emploi, mission locale. Et ensuite, il y a plein d'attentes des jeunes et il y a plein d'opportunités. Et ce qui est important, c'est de servir un petit peu de garde-aiguillage pour, si le jeune a envie de s'engager, par exemple, dans une mission d'intérêt général, vous avez le service civique et on voit que finalement... c'est une boîte à outils, en fait. Voilà, qui va faire 6 mois, 8 mois de mission d'intérêt général, il va développer des compétences, il va développer de la motivation et il va pouvoir prendre le temps aussi de mieux se connaître pour ensuite aller dans la bonne voie. Ça marche bien, ça sera le service civique. Et puis pour d'autres, ils ont envie de créer leur entreprise, on va les accompagner dans leur parcours de création d'entreprise. Il y a une appétence chez beaucoup de jeunes. Près d'un jeune sur deux a envie de créer son entreprise. Donc ce qu'il faut, c'est partir du besoin, des capacités, en étant un petit peu lucide sur la situation du jeune et puis aussi sur ses ambitions. Et ensuite, poser les briques qui vont faire qu'il va se donner les moyens, lui, de réussir. Nous, on est là pour l'aider à réussir, mais c'est lui, évidemment, qui va faire son bout de chemin. Jonathan Colfarb, comment vous situez, vous, dans le développement, puisque ça fait quelques jours seulement que ce contrat d'engagement jeune a démarré. Ils sont signés, il y en a de signés tous les jours, évidemment. Ouais. Comment vous situez, vous, l'entreprise ? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Comment vous allez vous positionner ? Vous allez accueillir ? Vous allez attendre qu'au bout de quelques semaines de formation, vous disiez, nous, on est prêts, on les accueille, on les embauche ? Comment ça va marcher ? En fait, ça tombe bien, parce que concomitamment à ce dispositif, nous, on ouvre énormément de magasins. On ouvre plus d'une centaine de magasins. Cécile Guillou, notre DG, l'a dit plusieurs fois. On est vraiment dans cette dynamique d'expansion et donc comme on est dans une dynamique d'expansion, il faut des collaborateurs pour pouvoir ouvrir ces magasins et on a en fait une logique qui va venir s'inscrire dans un parcours d'insertion assez innovant puisqu'on va leur proposer des immersions, également des préparations opérationnelles à l'emploi via le Pôle emploi et en partenariat avec les missions locales et puis par la suite désécuriser des parcours d'emploi afin qu'ils puissent bénéficier de CDD ou de CDI avec une vraie introduction dans l'entreprise. Donc ça devient concret pour vous, c'est-à-dire que là vous nous dites on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de collaborateurs et on est en train de leur ouvrir la porte et les accompagner step by step, pas à pas. C'est très important aussi de penser que ça doit conduire à l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas être dans une dynamique où c'est des stages et donc on peut les utiliser comme ça. Donc vraiment, ça doit conduire à l'emploi et nous, c'est vraiment dans nos valeurs de s'y attacher, de conduire les jeunes à l'emploi. De ces jeunes des quartiers, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que les Franprix, c'est évidemment au pied des tours, mais c'est aussi dans les centres-villes, c'est des petites surfaces, souvent avec des amplitudes horaires très larges, et c'est pratique. Il faut bien le dire. Ces jeunes des quartiers, vous dites quoi ? Il ne faut pas en avoir peur ? Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui disent aujourd'hui, attendez, non, c'est compliqué, ils ne parlent pas bien, ils ont une sociologie très différente. Vous faites le pari de ces jeunes des quartiers aussi ? Alors, d'abord, à titre personnel, moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, donc quelque part, les quartiers, j'ai grandi dedans. Donc en fait, Mais ça vous agace finalement, cette espèce de truc. Il n'y a pas à stigmatiser, je pense, les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, finalement, nos entreprises, on est dans la distribution, on est le premier emploi de tous les jeunes, quels qu'ils soient. Et effectivement, les jeunes qui sont issus de quartiers ou alors d'ailleurs, en fait, ils sont les bienvenus chez nous. Et évidemment, l'effort qui est mis aujourd'hui sur ces zones spécifiques qu'on appelle les quartiers sensibles ou autres est important parce que ça permet de mettre le focus sur des situations où c'est un peu trop enclavé. Donc oui, bien sûr, nous en général, on a des Franprix qui sont dans ces situations-là et l'idée, c'est de simplement... Faire travailler les jeunes de la zone. Voilà, on est d'accord, pas faire venir quelqu'un à 30 km. Pas du tout. De toute façon, on a un Franprix tous les 300 mètres dans Paris et dans les banlieues. Donc quelque part, finalement, on ne va pas aller chercher des jeunes qui se situent à 12-13 km. Les entreprises, elles sont combien là, engagées ? Parce qu'on voit bien que la dynamique part de la matrice d'un jeune, une solution, et puis qu'il y a cette boîte à outils du contrat d'engagement jeune. En fait, vous allez vous appuyer sur le réseau des entreprises, un jeune, une solution. Ouais. Mais en fait, de la même manière que les jeunes ont besoin des entreprises pour pouvoir réussir, trouver leur voie, avoir une expérience professionnelle et trouver un emploi, les entreprises, elles ont besoin des jeunes. Et donc, nous, l'idée avec un jeune, une solution, avec ce contrat d'engagement jeune, c'est effectivement d'apporter cette boîte à outils. On a parlé, par exemple, de l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, c'est un super outil que connaissent encore trop peu beaucoup d'entreprises. Donner la possibilité pendant une semaine, 15 jours, un mois à un jeune de venir expérimenter. De goûter, de voir.
ça va lui permettre d'être sûr du métier ou de la voie dans laquelle il va aller. Et donc, c'est préparer en fait des candidats pour demain. Ça peut être aussi l'occasion de se rassurer l'un l'autre et puis de se dire ok, on confirme le choix avant effectivement d'aller vers l'emploi, parce que c'est bien ça évidemment l'objectif. Et bien ça, vous allez retrouver sur Un jeune, une solution. On a travaillé à dématérialiser ça pour qu'il n'y ait pas trop de CERFA et puis que ça se fasse en 3 clics. Et on a déjà... Ça, c'est le vrai danger, effectivement. Une fois qu'on a rempli le dossier, il y a encore plein de pièces jointes. Non, parce que là c'est fini. C'est vrai que souvent, le gouvernement, on demande aux gens de s'engager, et puis ensuite, on leur met tout un tas de barrières administratives, etc. Il faut donc simplifier, Ça, avec Un jeune, une solution, on simplifie, donc on continue de le faire sur ces outils-là. Et donc maintenant, vous avez un outil que vous avez sur Un jeune, une solution. Et d'ailleurs, elles ne se sont pas trompées. Il y a déjà 6500 entreprises qui se sont inscrites en 3 semaines. Mais il en faut beaucoup plus. Et comme ça, les jeunes, ils peuvent identifier, ok, tiens, je vais aller faire mon immersion là. Et pour l'entreprise, c'est un réservoir de talents potentiels. C'est des jeunes, aujourd'hui, à côté desquels elles passent. Où on va recréer des connexions. Et moi, il n'y a pas une seule entreprise, de la plus petite à la plus grande, quels que soient les domaines, parce que là, on parle de la grande distribution, mais dans le digital, dans la comptabilité, dans tous les secteurs, ça recherche... Secteur sous tension. Ça recherche les personnes. Et donc, nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est on demande aux jeunes de s'engager, mais à vous aussi de vous engager si vous avez envie de régler l'équation de on n'a pas assez de candidats pour pouvoir accompagner les projets de nos entreprises. Et puis des chefs d'entreprise ou des collaborateurs qui disent on en a marre de voir des jeunes qui tiennent les murs aux entreprises. Non, mais pour répondre au débat sur les clichés, qui viennent servir aux entreprises d'ouvrir aussi grand leurs portes sans discrimination, parce que parfois certains jeunes vous disent c'est vrai que je dépose des CV, personne ne me répond. C'est vrai. C'est la vérité. Ouais, complètement. Et puis il y a quelque chose qui était assez, comme je disais tout à l'heure, il y a une dynamique qui était très difficile administrativement, avec plein de documents. Et d'ailleurs, il y a encore un peu de travail sur les sigles, PMSMP, PEI, PEC, PAE, enfin tous ces éléments. C'est vrai qu'on s'y retrouvait pas. Et là, c'est vrai que ça facilite et ça permet d'avoir une bonne vision. Après, moi, ça me fait penser à quelque chose. Il y a encore très récemment, on a lancé une PEI spéciale sur la partie POI, préparation opérationnelle à l'emploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, d'accord. Ouais, désolé. Non, mais c'est important de nous éclairer. Mais après, d'ailleurs, le truc, c'est simple, en fait, sur la PEE, le PEE individuelle ou collective, c'est justement de dire, de temps en temps, vous trouvez un bon candidat, mais il n'a pas tout à fait les compétences quand même pour voir comment ça... Il a les soft skills, mais il faut le former un peu techniquement. Vous cherchez un cuisinier, vous avez quelqu'un manifestement qui est motivé pour le devenir, mais il ne maîtrise pas les 70 gestes de base de la cuisine. Et en 3-4 mois, Thierry Marx par exemple qui le fait, mais il y en a plein d'autres, le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, va avoir une formation très concrète et qui fait que du coup quand il arrive dans la cuisine, pour le chef cuisinier, il a quand même déjà quelqu'un qui maîtrise quand même les gestes de base et qui peut intégrer dans son équipe. Thibaut vous a coupé en plein vol, mais vous étiez en train de nous expliquer que vous lanciez ce plan d'accompagnement à l'emploi en boucherie, c'est ça ? Ouais, mais oui, c'est ça, il a raison. En fait, c'est vraiment la même chose. En fait, c'est au même titre que les entreprises ont besoin de se rassurer, les jeunes qui entrent dans une formation ont besoin de se rassurer aussi. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, l'artisanat, c'est quelque chose qui est quand même relativement désinvesti. Et c'est vrai que ces dispositifs permettent de proposer à des jeunes des nouvelles voies qui sont pour moi des voies royales, parce que quelque part, aujourd'hui, quand on est boucher dans la grande distribution, c'est un pont d'or. Vous passez d'un établissement à un autre. On est chassé, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Mais nous, on a effectivement lancé ce dispositif qui nous a permis, pendant 3 mois, effectivement, d'avoir ces jeunes qui viennent faire la découverte du métier de boucher. Et derrière, là, ils sont en CQP boucherie parce que ça permet de certifier et de rendre le parcours employable, en fait. Et ça fait découvrir des métiers auxquels les jeunes, peut-être en formation scolaire, ils n'auraient pas été orientés ou guidés, parce qu'il y a aussi un débat de l'orientation initiale où on n'emmène pas forcément le jeune vers la boucherie. Exactement. Il y a le professeur ou celui qui oriente parfois oublie les métiers manuels. C'est pas faux de le dire. Et donc là, vous les reprenez en main et à la sortie, ils ont un vrai diplôme. C'est diplômant. Ah oui, alors c'est certifiant, effectivement. Parfois, on peut aller vers un CAP et donc ça devient diplômant. Ça les certifie en tout cas dans l'aptitude à pouvoir exercer le métier de boucher. Tout à fait. D'une certaine manière, c'est presque pas le sujet en fait. Ce qui est important dans la boucherie, c'est que
partir parfois sur une formation ou même sur un apprentissage. On a beaucoup parlé d'alternance ici. Oui. Mais une alternance, parfois, c'est 1 an, c'est 2 ans, et ça peut paraître loin pour quelqu'un. Par contre... 2 ans, c'est loin pour un jeune. Ça, Ah oui. Ouais, ça vraiment. peut, en tout cas, dans certains cas. Là, ils vont démarrer dans l'opération de Franprix. C'est un engagement ou 3 mois de formation, et après, j'ai le CDI, j'ai le contrat de travail. Ouais. Et Mentalement, c'est pas pareil, ouais. c'est pas pareil. Et ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui finalement disent ah bah tiens, j'ai le goût, mais j'aimerais bien aller plus loin, puis passer mon CAP de charcutier ou etc. Et donc ils vont continuer en apprentissage ou sous d'autres formes. Mais vous avez amené quelqu'un qui avait potentiellement le talent, le potentiel, la passion, vous l'avez amené au métier. Ce qui est radicalement différent du comportement habituel et traditionnel, je dirais, des ressources humaines, qui était de se dire Cherche la compétence. je cherche la compétence, Et on elle la est où trouve sur le pas. marché du travail. Elle n'est pas là, la compétence. Donc, faut la C'est faire, à faut nous la de la créer. fabriquer Exactement. ensemble. Avec des soft skills, des jeunes dynamiques, motivés, qui ont été préparés quand même à travers Mais des il y en a- formations. Hein. Il y en a, enfin franchement, il y en a plein. Ouais, vous les En fait, croisez, vous êtes sur le terrain, hein, vous les mais voyez. oui, non mais c'est, enfin, je sais pas si. Oui, bien sûr. Nous, ça fait lien avec aussi notre méthode de recrutement qui se base uniquement sur les valeurs, effectivement. Mais c'est vrai on développe les potentiels que les collaborateurs ont, en fait. Et c'est vrai que ce qui a été dit est très vrai, c'est-à-dire que à travers une PMSMP, un stage de 6-7 jours, derrière, on peut décrocher tout de suite un CDI. Après une POI, on peut décrocher tout de suite un CDI ou une... Pareil, en fait, on est vraiment dans une dynamique de tremplin, en fait. Je pense que c'est Ouais, c'est un l'idée du tremplin vers l'emploi. On met le pied à l'étrier, puis ensuite on est lancé, parce que ça remet quand même sur les rênes des gamins ou des jeunes, filles et Et les garçons, déceptions. qui vont construire leur vie après. Hein. Et les déceptions parfois qu'on peut avoir, parce qu'on a tous recruté des gens qui, à un moment donné, montraient peut-être pas forcément la motivation, etc. Mais souvent, c'est aussi un défaut d'orientation. C'est qu'en fait, on est bon dans ce qu'on aime. Et donc, si finalement, on a présenté à une personne juste le métier d'employé libre-service, comme si c'était l'alpha et l'oméga de sa vie, Ouais, il y a qu'il n'y avait d'autres pas métiers. d'autres opportunités, et que c'est pas un boulot qui lui plaît parce que c'est physique, La relation parce que client, il y a la relation client, etc. Bah, il va pas être bon et il va pas être très assidu, il va pas s'impliquer ou etc. Et donc on va pas s'y retrouver. C'est pour ça que dans le contrat d'engagement jeune, ce qu'on veut, c'est aussi multiplier les expériences, parce qu'on préfère que quelqu'un prenne le temps d'aller faire 15 jours d'employé libre-service chez Franprix Pour être sûr que c'est pas pour lui, pour être sûr que c'est pas pour ou lui. pour lui, Ouais. ou qu'il adore. Ouais. Ou qu'il adore, ou que ça. Mais l'inverse est aussi bon pour Bah oui, Franprix, c'est parce que important. vaut mieux en fait avoir des gens qui ont un petit peu de vocation en fait là-dessus. Ça implique quand même que du coup les entreprises jouent le jeu et se disent c'est un bon investissement que d'aider les jeunes à trouver leur voie, quitte à ce que de temps en temps ça marche et puis de temps en temps ça sera pour un Si autre je m'autorise, c'est aussi un investissement social, au-delà de l'intérêt pour l'entreprise de créer de la richesse et de faire grossir son chiffre d'affaires, c'est aussi un investissement social, de valeur, c'est ce que vous évoquez. Oui, enfin, L'entreprise, elle est dans la société, elle vit dans notre monde. c'est vrai que pour le coup, là, ce dispositif, il permet de donner un coup d'accélérateur. Après, il faut avoir l'ADN et les valeurs qui vont avec en termes Ah oui. d'insertion et d'ancrage social Ah ouais, bien sûr. comme société. Et nous, c'est ce qu'on défend depuis assez longtemps. Après, pour rebondir, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même si ils font des découvertes et que ça leur plaît pas, parce que ça peut arriver et c'est normal. Ici, ils ont passé un bon moment et qu'ils s'en rappellent, et ben, une fois qu'ils auront acquis d'autres compétences, d'autres découvertes, Ouais, ils peuvent. reviendront 2 ans plus tard et se diront ah, moi j'avais fait un stage, là, ça s'est bien passé, Ouais. et je reviens. Parce qu'ils ont aimé l'environnement. Exactement. Et puis c'est aussi une question de maturité, parce que c'est des jeunes de 16, on est d'accord, hein, à 25 ans, 29 lorsqu'on est en situation de handicap, on ne l'avait pas précisé. Quelques chiffres, c'est important, parce que vous avez évoqué ces 6500 entreprises référencées. Ce n'est qu'un début, hein, c'est le début. Hein. Juste, par exemple, sur l'immersion, on a plus de 30 000 entreprises qui sont engagées dans Un jeune, une solution. Et jeudi dernier, avec la ministre Elisabeth Borne, on a signé un accord avec 42 filières professionnelles. Et donc, c'est déjà plus de 3 millions de salariés qui sont... un secteur qui représente plus de 3 millions de salariés qui sont déjà embarqués. Donc la dynamique, elle est là. En fait... c'est juste que l'enjeu, vous savez, moi j'aime bien de 2 problèmes faire une solution. Et on a plein de jeunes qui cherchent leur voie et qui parfois ont le sentiment en fait que personne ne veut d'eux. Et d'ailleurs parce que les entreprises ont parfois la mauvaise habitude de ne pas répondre aux candidatures. Ça c'est un gros sujet aussi. CV, etc. Non mais c'est un vrai sujet, je pense, qui est pas très bon pour... Pas chez nous. Ouais. Ça c'est un sujet que vous traitez effectivement. Hein. Et qui... L'offboarding, l'onboarding. Collectivement, il faut qu'on le travaille parce oui, que c'est vrai. chaque candidature
candidature C'est envoyée. humiliant. Voilà, c'est Pour un jeune. Ah oui, complètement. Et donc, en tout cas, c'est bon pour les jeunes qui cherchent, parce qu'on en a près d'1 million quand même qui sont quand même encore en recherche. Et puis de l'autre côté, pour les entreprises, à chaque fois qu'on a fait une connexion, c'est un problème de moins, parce que c'est quand même aujourd'hui le problème numéro 1 des entreprises, c'est quand même le recrutement et la guerre des talents. Vous en êtes tout là très concrètement avant de nous quitter sur vos recrutements, parce que vous dites que vous lancez donc tous ces programmes d'accès à l'emploi. Il y a le contrat d'engagement jeune. Vous êtes très impliqué aussi sur Un jeune, une solution. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant impliqué, d'abord, avant de me poser ma question? Qu'est-ce qui fait que votre entreprise et vous, parce qu'il y a aussi de l'appétence, on sent qu'il y a quand même de l'intérêt social sur ce sujet? Comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est des valeurs qu'on défend. Alors là, effectivement, on parle d'un jeune solution. Nous, on l'a fait aussi dans le cadre de la grande précarité avec Emmaüs. Enfin, on a travaillé sur des partenariats. Demain, il y aura d'autres partenariats qui sont importants pour nous parce que, en fait, le Franprix, c'est pas un magasin, c'est un repère dans le quartier, en fait. C'est vraiment C'est le phare dans la nuit, parfois. Alors oui, enfin, quelque part, oui, c'est celui qui est ouvert. C'est celui qu'on va quand on a des difficultés ou on va simplement échanger. C'est vraiment un repère dans le quartier et un peu comme une maison de jeunes aussi parfois. Donc on essaye pas de se substituer, mais simplement d'aider avec le pouvoir qu'on peut avoir à influer sur ce côté ancrage citoyen parce que c'est un peu notre credo en fait. Des lieux enracinés dans des espaces qui peuvent être des quartiers, mais des centres-villes de grandes villes. Vous évoquiez Paris. L'avenir, là, c'est quoi? Les premiers ont été signés, les premiers contrats. Donc ça veut dire que déjà sont engagés des sessions de formation, des jeunes qui vont suivre le parcours. On en est où là concrètement? On a lancé quelques jours. Il y a quelques jours, là je crois qu'on a signé déjà entre 15 et 20 000 contrats sur l'ensemble du territoire. Donc tous les jours, il y a quelques milliers de jeunes avec qui des contrats sont signés. Mais derrière les contrats, l'idée c'est pas de faire une politique du chiffre. L'idée c'est vraiment de s'assurer que du qualitatif. Voilà, et que la promesse qu'on vient de se dire là, elle n'est pas simple quand même à assurer. Elle n'est pas simple pour le jeune de s'engager, de tenir, de s'organiser. Elle n'est pas simple pour l'institution, parce que nous, c'est quand même aussi une révolution. Enfin, Jean Basser, il en parlait, le directeur général de Pôle emploi. C'était une révolution aussi pour Pôle emploi, parce qu'en termes d'approche, on est quasiment dans du coaching au Tout quotidien. À fait. Individualisé, puisque un conseiller suivra son jeune. Exactement. Et puis c'est aussi d'organiser les services avec les entreprises, parce que s'il y a des jeunes d'un côté et pas d'entreprise avec des portes ouvertes de l'autre, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc, c'est une révolution, c'est une transformation, on y va pas à pas, mais c'est sûr que ça va bénéficier très rapidement à des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes. Et je le dis pour fermer la parenthèse et clore l'émission, ça vous avait été reproché par certains candidats que je ne cite pas, mais la politique de l'assistanat, on est bien d'accord, on voit bien qu'à travers les 25 minutes qu'on vient de partager ensemble, on n'est pas dans l'assistanat, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire tu fais l'effort de venir faire ta formation, tu donnes aussi ton temps dans la discipline d'une semaine, mais en échange, nous, on te tend la main, c'est ça l'idée. Oui, non mais c'est important de l'entendre. Non mais vous avez raison, mais on a parlé par exemple du RSA jeune, c'est vrai que nous on n'est pas du tout sur la logique du RSA jeune, on est par contre sur permettre à chacun de pouvoir préparer son avenir. Bien écoutez, je pense que pour ceux qui nous écoutent, quand un jeune étudie, il prépare son avenir, il a son agenda qui est déjà bien plein, donc on accepte qu'il puisse travailler un petit peu comme job étudiant, 10 heures, 15 heures par semaine, mais pas plus. Et donc du coup, pour pouvoir subvenir à ses besoins, payer son logement, il a une bourse. Et nous, on est dans la même logique en fait avec le contrat d'engagement jeune. Le jeune s'engage, tous les jours, il se lève et il a des activités à faire pour pouvoir préparer son avenir. Mais la société... Eh bien, si il n'a pas les moyens ou ses parents sont d'origine modeste, c'est normal que la société soit là pour le moment où il est en train de préparer son avenir. Merci à vous, messieurs. Jonathan Goldfarb, je sais que vous voulez reprendre la parole. Non. Mais vous reviendrez nous parler aussi de la manière dont vous accompagnez et que vous ne ghostez pas les candidats, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas recevoir de réponse quand on envoie un CV. Merci. Avec plaisir. Jonathan d'être venu, directeur recrutement, formation et projets digitaux RH de Franprix, qui accélère, vous nous l'avez dit, il y a quelques instants sur ce plateau avec beaucoup d'autres magasins, donc du recrutement. Et merci à Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, pour nous avoir parlé avec passion de ce contrat d'engagement jeune. C'est un vrai plaisir. Voilà pour le Cercle RH, le débat du Cercle RH consacré au contrat engagement jeune. Tout de suite, notre rubrique fenêtre sur l'emploi. On parle du job dating des établissements Leclerc. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
Fenêtre sur l'emploi, on parle des grandes rencontres, job dating organisées par les établissements Leclerc, les grandes surfaces Leclerc. Ça s'est passé en mars dernier. C'est intéressant d'inviter Nathalie Bordet. Bonjour Nathalie. Vous êtes adhérente Édouard Leclerc de Concarneau, donc vous avez un grand magasin Leclerc à Concarneau. Vous appartenez à ce réseau de 726 magasins, 533 adhérentes et adhérents. Vous êtes les propriétaires, on est bien d'accord, puis vous avez un directeur qui gère ou une directrice peut-être d'ailleurs, qui gère votre magasin. C'était en mars dernier, il y avait quoi, 6600 postes à pourvoir, c'est ça? Quel bilan vous tirez d'ailleurs de la formule job dating in situ, sur place? Eh bien, on est vraiment extrêmement ravis de notre initiative. D'abord, les magasins ont joué le jeu. On a décidé de mettre en place cette grande rencontre pour mobiliser en même temps tous les magasins pour chercher au même moment des candidats pour les postes qui n'étaient pas pourvus. Et ça nous a permis d'avoir une grande campagne de communication. Et les magasins en ont vraiment bénéficié puisqu'on a eu 35 000 candidats. C'était vraiment inespéré. On ne s'était pas vraiment mis d'objectif, mais jamais on aurait osé penser avoir autant de candidats. Donc, qu'on soit clair, il y avait les clients qui poussaient leur caddie, et puis il y avait aussi peut-être même d'ailleurs les mêmes qui, poussant leur caddie, se sont dit tiens, il y a des offres d'emploi, je vais y aller. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher les salariés, enfin les futurs salariés, directement dans la galerie marchande. Exactement. L'idée, c'était d'interpeller des gens qui ne pensaient pas forcément à nous pour venir travailler. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une campagne avec de la pub radio, notamment, qui a bien marché, et sur le web aussi. Et aussi auprès de nos clients, parce que notre meilleur média, c'est nos magasins. Bien sûr. Ce qui est intéressant, il faut quand même qu'on comprenne comment ça marche, parce que tout le monde a poussé un jour la porte d'un magasin Leclerc, mais c'est sous forme coopérative. On est d'accord, c'est un réseau. Vous utilisez des produits qui ont été achetés par une centrale d'achat, on est d'accord jusque-là. Et vous avez des fonctions, j'imagine, dans l'organisation centrale de ces adhérents, qui fonctionnent comme une copée. Et votre mission en particulier, c'était de s'occuper de la formation des métiers au niveau national, c'est ça? C'est venu de vous ou ça a été quelque chose de collectif, de vous dire on n'arrive pas à trouver, on galère pour le recrutement, il faut qu'on s'organise. À un moment donné, vous vous êtes dit, il faut relever les manches, il faut prendre notre destin en main. Oui, exactement. On est parti du constat, mais comme beaucoup d'entreprises ces derniers mois, qu'on n'avait jamais eu autant de demandes de postes à pourvoir et qu'on avait décidément du mal à recruter dans tous les magasins et pas que dans des régions dites en tension. Mais comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a eu l'effet Covid, il y a eu une accélération où déjà avant, il me semble que c'était un peu compliqué les recrutements. Non, ça dépend des zones, mais ça allait encore. Et là, vraiment, avec l'effet Covid, etc., je ne sais pas l'expliquer. Je pense que vous l'avez constaté, en tout cas. Mieux informés que moi là-dessus, sur où sont partis les gens. C'est ça. Ils se sont mis à leur compte, ou je ne sais pas, c'était la grande démission, paraît-il. C'est vrai. Et puis l'activité aussi qui a progressé. Donc on a des nouveaux services qui se lancent, etc. Le drive aussi a beaucoup boosté pendant le Covid et du coup on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Donc cette main-d'œuvre, vous aviez 8 postes à pourvoir, je crois. Il y a 60 personnes qui se sont assises. Alors, c'est vous qui gériez les entretiens? Qui gérait les entretiens? Vous étiez là, en backup? Comment ça se passe concrètement? Vous étiez là, j'imagine? Oui, j'étais là. De fait. Ouais. Et qui s'occupait de faire la première prise de contact? Alors, on avait installé un stand avec 4 tables et on avait mobilisé nos managers pour qu'ils passent les entretiens avec les candidats. Donc, ça a été une très, très bonne expérience aussi parce que ça nous a vraiment permis de former les managers de nos magasins au recrutement et à tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et c'était un vrai moment... les deux étaient notés, en fait. Là-dessus. Non, c'est ça, les deux étaient notés. Le manager était un peu... pas noté, mais... Vous les observiez aussi pour peut-être recadrer, pour leur redonner des conseils? Non, on n'en était pas là. On leur a juste donné au départ, effectivement, des consignes. Et puis, donc, on accueillait les candidats sur 4 tables. Et puis, les uns après les autres. Il y avait une petite file qui s'était installée. Tout du long de la journée, elle a vécu comme ça. Et moi, je m'occupais plutôt des visites des coulisses du magasin. Parce qu'en parallèle, on proposait aux clients ou aussi aux
aux élus, par exemple, de venir faire une visite de nos coulisses. Les stocks, les bureaux, les laboratoires, les en fait, labos, ouais. tous les endroits où on fabrique. La boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, ils ont tout vu, hein, j'aurais tout montré, les carcasses. Ils ont été très surpris, que ce soit les clients et aussi les politiques locaux, de ce qu'on avait comme fabrication. Ils n'en revenaient pas, en fait. Tout ce qu'on produit, les gens n'imaginent pas. En frais, en découpe. Vous sentez qu'il y a une difficulté d'attractivité aujourd'hui des grandes surfaces. D'ailleurs, on le voit même dans les stratégies des grandes surfaces qui réduisent la taille de leurs surfaces pour aller dans des villes, qui font des plus petits espaces. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité, selon vous? En termes de clientèle? En termes de salariés? De salariés, je crois pas. Les gens sont en train de se rendre compte qu'on a vraiment beaucoup d'atouts dans nos métiers. On travaille pas toujours le dimanche. On a des conditions de travail qui sont finalement pas si mal. Tout le monde respecte les contrats horaires. La plupart des gens font des temps pleins. S'ils veulent faire des temps partiels, ils le demandent. Donc on a été pas mal décriés, c'est vrai, mais j'ai l'impression que là, la population est en train de se rendre compte que finalement, c'est pas si mal de travailler chez nous. Vous aviez 8 postes, 3 ont été pourvus, c'est bien ça, oui. À l'issue de ces 60 salariés ou futurs salariés ou candidats. Il vous en restait 5 à pourvoir, ça y est, c'est complet. Oui. C'est pas la peine d'envoyer son CV à Concarneau. Maintenant, j'ai des nouveaux besoins. Vous avez de nouveaux besoins. Depuis, qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans des... Alors, on imagine, il y a évidemment les mises en rayon, il y a les stocks, il y a descendre les produits des camions. De quoi on a besoin dans une grande surface? Alors, effectivement, la grosse majorité des emplois dans nos magasins, c'est le travail d'hôte de caisse. Effectivement, tout ce qui est mise en rayon, employés commerciaux, employés drive. Dans mon drive, j'ai quand même 35 salariés. Sur le même site? Sur le même site. Donc ça, c'est ce qu'on a le plus fréquemment. Donc ça s'est développé à vitesse grand V. Hein. Le drive, oui. En 5 ans, vous avez, j'imagine, triplé vos effectifs. Oui, c'est à peu près ça. C'est colossal. Pas tout à fait triplé, ouais. En temps plein, en emploi, parce que c'est souvent des emplois partiels aussi, ça peut permettre à des étudiants d'avoir des jobs aussi. Oui, alors à Concarneau, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'études supérieures, donc on n'a pas d'étudiants. Donc non, on essaye de faire en sorte d'avoir des temps pleins à proposer, et sinon on propose un mi-temps dans tel secteur, un mi-temps dans un autre. Avant de nous quitter, Nathalie, je voulais vous demander, parce que si vous aviez pris l'initiative au sein de l'organisation des adhérentes et adhérents, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ça marche pas bien, il faut l'améliorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cabinets de recrutement, ça veut dire que le système qui existait avant marchait moins bien et ne fonctionnait pas si bien que ça? Je ne veux pas vous embarrasser, mais si vous avez créé ce nouveau concept, c'est parce que ça répondait à un besoin. Ça a été un besoin, en fait, de communication des offres qu'on avait à proposer. Et donc là, on a répondu présent en ayant cette grande campagne de communication et en faisant ce job dating tous le même jour. Parce qu'on les faisait, ces job dating, déjà. Mais là, c'était au même moment. Au même moment. 19 mars dernier, me semble-t-il, c'est ça? Exactement. Tous le 19 mars, il y avait combien? Plus de 400 magasins qui étaient mobilisés. 450. Vous relancez l'opération l'année prochaine, dans 6 mois? Vous dites ça a fonctionné, on rattaque? Eh bien, on travaille en coopérative, donc il faut que mes collègues... Il faut que tout le monde lève la main autour de la table. Mais non, mais ça a été un vrai succès, donc je vois pas pourquoi on recommencerait pas l'année prochaine. Merci Nathalie Bordet, merci d'être venue de si loin, de ce si beau pays qu'est le Finistère, hein, je dis pas de bêtises, Concarneau, adhérente, c'est-à-dire propriétaire d'un établissement, des établissements Édouard Leclerc à Concarneau. Donc merci d'être venue, puis vous êtes en charge de la formation métier au niveau national, donc vous avez une réflexion globale aussi sur les métiers, sur les formations. Peut-être que vous viendrez débattre avec nous justement de ces enjeux, des nouveaux métiers dans la grande distribution. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous Nathalie Bordet d'être venue nous rendre visite. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui nous accompagne depuis 2 jours. Voilà, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.